bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux séismes qui ont durement touché la Turquie et la Syrie le 6 février dernier. Un mois après la catastrophe, quelle est la situation sur place? Quelle est la situation dans la région Méditerranée? Et quels sont les risques? Peut-on les minimiser, voire les prévenir? Nous posons toutes ces questions aujourd'hui à notre invité, Monsieur Rémi Bossu. Bonjour, Monsieur Bossu. Vous êtes en duplex de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation virtuelle pour cette semaine. Vous êtes responsable du Centre sismologique euro-méditerranéen. Vous allez nous aider à comprendre ces phénomènes qui agitent notre environnement direct. Mais avant cela, Rémi Bossu, pouvez-vous me dire ce qu'il y a de plus méditerranéen en vous ? Je me suis toujours senti méditerranéen. J'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup même la cuisine. Et notamment grâce à mon travail, j'ai beaucoup voyagé dans la région. Donc c'est vraiment des pays où je me sens à l'aise et je suis à l'aise dans ces pays. Alors la Méditerranée est aussi votre terrain d'observation privilégié au sein du CSEM. Le Centre sismologique euro-méditerranéen est une ONG qui fédère différents instituts implantés, je crois, sur 55 pays. Oui, tout à fait. Donc on fédère les observations sismologiques et en fait on fournit de l'information sismologique en temps réel. On ne gère pas de réseau sismologique nous-mêmes, on fusionne les données d'une centaine d'instituts dans le monde et on fournit une information à l'échelle du monde avec un focus plus sur la Méditerranée. Et en même temps, on donne donc des informations sur les séismes et sur leurs effets grâce aux observations qu'on collecte à partir des témoins. Vous avez un rôle de fédérateur. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce que je disais, si vous voulez, chaque pays développe son propre réseau d'observation et les performances sont très bonnes à l'intérieur du pays, mais elles ne sont pas bonnes à l'extérieur du pays. Donc, en fusionnant les données qu'on obtient des différents instituts, ça nous permet d'avoir une couverture globale sans déployer de stations nous-mêmes, sans déployer de capteurs nous-mêmes. Rémi Bossu, sur l'actualité, quelques explications physiques, géologiques de ce qui s'est passé le 6 février dernier entre la Turquie et la Syrie. Un séisme de magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter qui compte 9 niveaux. On va voir les différentes plaques tectoniques de la zone touchée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le phénomène géologique ? Alors, très simplement, là, sur le graphe, vous voyez simplement que la plaque arabique remonte, oui. Et vous voyez donc que la plaque anatolienne est poussée vers l'ouest. Et donc, vous avez là où vous avez ce qui est marqué comme la faille sud-est anatolienne, mais vous avez 300 kilomètres qui se sont brisés pendant ce séisme, c'est-à-dire qui ont bougé de plusieurs mètres pendant ce séisme. Donc c'est des zones, toutes les grandes failles qu'on voit, ce sont des zones où on a des grands séismes à intervalles plus ou moins réguliers. Vous voyez en haut du plateau anatolien, vous avez la faille nord-anatolienne, oui. Qui a cassé de 1939 jusqu'en 1999 sur quasiment toute sa longueur par une série de séismes qui ont migré vers l'ouest. Donc c'est vraiment, ces limites sont des zones où l'aléa est important, c'est-à-dire où la probabilité d'avoir un séisme ou un mouvement du sol violent est importante. Il y a aussi cette faille, telle une plaie béante au sud de la Turquie à Hatay. On parle de 200 mètres de large et 30 mètres de profondeur. La Turquie se serait déplacée de 5 mètres. Est-ce que vous pouvez nous éclairer encore une fois sur ce point ? Donc ça, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas la faille exactement. Ça, c'est des phénomènes secondaires. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est des effondrements qui sont produits. Oui. Voilà, ça, c'est des effondrements. Les failles, c'est vraiment une erreur qu'on voit souvent, et notamment dans les films, où on pense que pendant un séisme, le sol s'ouvre. Le sol ne s'ouvre pas pendant un séisme. Vous avez deux blocs dans ce cas-là qui ont bougé horizontalement l'un par rapport à l'autre. Et là, ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est des phénomènes d'effondrement, probablement parce qu'il y avait des cavités en dessous et qui se sont totalement effondrés. Mais effectivement, sur les 300 km de rupture, on a mesuré 5 mètres de déplacement par endroit. C'est-à-dire que là, si vous aviez une clôture qui traversait, vous avez la clôture qui est déplacée de 5 mètres de part et d'autre. Et on le voit dans des champs notamment où oui. les alignements des arbres sont totalement perdus au passage de la faille de manière très très localisée. Rémi Bossu, pour revenir au Centre sismologique euro-méditerranéen et à la notion de sismologie citoyenne, nous allons voir
toujours s'agissant des tremblements de terre du 6 février, une carte que vous avez générée grâce aux signalements recueillis via les différents outils proposés par le centre. Voilà, si vous pouvez nous commenter cette carte, on voit comment... Voilà. Donc là, chaque flash que vous voyez, c'est quelqu'un qui se connecte sur notre site ou qui ouvre notre application. D'accord. Là, les deux cercles qu'on voit, ce sont les ondes sismiques. C'est-à-dire que ça, c'est ce que les gens ressentent. Et vous allez voir, ça déclenche immédiatement plein de visites, c'est-à-dire plein de visites des gens dans la zone où il y a les séismes. C'est-à-dire que les gens viennent sur nos sites voir trouver de l'information. Ils recherchent instantanément de l'information. Oui. Et les points de couleur sont leurs observations qui nous donnent la violence de la secousse qu'ils ont observée eux-mêmes. Donc vous voyez là, ça clignote beaucoup par exemple à Chypre, parce qu'on est très connu à Chypre et en Israël. Et puis, au bout de 5 minutes, donc on avait détecté le séisme, 7,7. On a envoyé la notification à l'ensemble de nos membres, donc 1,4 million d'utilisateurs de l'application. Et c'est pour ça que vous voyez après, beaucoup de gens, par exemple dans les Balkans et notamment en Croatie, qui se connectent. Eux, ils n'ont pas ressenti le séisme. Ils réagissent au fait d'avoir reçu la notification. D'accord. Et tout se passe dans les quelques secondes. Dans les quelques minutes. Tout à fait. En fait, les gens... En fait, ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est qu'avec les téléphones, les gens, globalement, sont des capteurs sismiques. Ils réagissent à une secousse en une quinzaine de secondes. Et en fait, on détecte cette réaction en ligne des témoins, et parce que c'est plus rapide que la détection sismique elle-même. Donc là, par exemple, on avait détecté qu'il se passait quelque chose en sud-est, de manière automatique dans le sud-est de la Turquie. En 70 secondes, les premières informations sismologiques, on les a eues en 4 minutes 30. Donc c'est vraiment quelque chose qui va extrêmement vite grâce aux technologies aujourd'hui, notamment les smartphones qui accompagnent tout le monde et à tout moment de la vie, même pour ces catastrophes comme les séismes. Oui, et vous avez développé des outils et des algorithmes qui permettent de compiler, de trier, de hiérarchiser les différentes publications sur les réseaux sociaux, notamment. On va avoir une petite vidéo explicative. Alors que l'intelligence artificielle est plus que redoutée, en ce moment-là, on voit un usage vertueux. Alors, voilà, comme toute technique, les usages peuvent être différents. Là, ce qu'on montre, c'est effectivement, quand vous avez un séisme, vous voyez que les gens réagissent, ils peuvent aller sur Twitter, donc ils laissent une trace numérique. Et nous, on détecte cette trace numérique. Et qu'est-ce qu'on fait? On la republie instantanément. On dit aux gens, par exemple, pour le sud-est de Turquie, on leur dit « Il semble qu'un séisme s'est produit, a été ressenti dans votre région. Pouvez-vous le confirmer ?» Et simplement en donnant cette information, les gens commencent à nous envoyer des photos, donc leurs observations en termes de niveau de secousse et de niveau de violence de la secousse ou de niveau de dommage. Et donc, nous, ça nous aide derrière à évaluer l'impact. C'est vraiment important parce qu'on a besoin de ces données. Donc c'est vraiment quelque chose où on travaille main dans la main. Les gens recherchent, donc voilà, ce qu'on voit ici, c'est la manière dont les gens nous donnent leurs observations, c'est-à-dire via des imagettes. Et donc on fournit une information, celle qu'ils recherchent, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe. Les gens, quand ressentent un séisme, ils cherchent à savoir ce qui se passe. Et nous, on leur demande aussi, aidez-nous, donnez-nous vos observations. Et elles vont être utilisées pour ces observations des témoins, pour cartographier les effets du séisme. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que dans la plupart des pays, ce sont les seules données qui nous permettent de réduire nos incertitudes sur nos modèles d'impact. C'est-à-dire qu'on a des modèles d'impact, mais si on n'a pas de données qui viennent de terrain, c'est extrêmement difficile. On a des incertitudes qui sont très très fortes. Et vous avez aussi développé une application, Lastquake. Elle permet d'enrichir la base de données, vous l'avez dit, en temps réel. C'est une source d'information précieuse pour les personnes sur place et également pour les scientifiques. Exactement. Donc, par exemple, si vous cliquez sur un des séismes, vous verrez que les gens peuvent laisser aussi des commentaires. Oui, les commentaires, c'est pas quelque chose qu'on a pour l'instant exploité, mais c'est quelque chose qui est très apprécié par les utilisateurs parce qu'ils veulent pouvoir lire dans leur propre langue ce que les autres ont vécu et comment ils l'expriment dans leur propre langue. Donc il y a vraiment un aspect aussi catharsis qui cherche aussi à répondre aux différents besoins des populations dans ces moments-là. Oui, on voit aussi les photos. Vous l'avez dit, l'accès à l'information est vital. On a dans l'idée que les réseaux de communication peuvent s'effondrer dans ce type de situation extrême. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. On ne perd jamais vraiment totalement le lien. Moi, je n'ai pas d'exemple.
Moi, j'ai jamais eu d'exemple où les communications se soient totalement effondrées. Ce qui est certain, c'est qu'après, alors ça peut être local, effectivement, si vous avez notamment, donc pour tout ce qui est téléphone mobile, si vous avez des tours qui sont détruites, localement, ça va être détruit. Les communications vont être impactées. Mais même en 2010, pendant le séisme d'Haïti, on continuait à avoir, alors certes à petit débit, mais on continuait de recevoir des informations sur ce qui se passait. Et là, ce que vous voyez, là, par exemple, la vidéo qu'on a montrée, vous voyez bien que les gens se connectaient dans la zone. Donc localement, ça peut être vrai. Par contre, c'est quand même extrêmement résilient. Et par contre, ce qui est aussi la dernière chose qui est importante, c'est qu'après, les réseaux sont saturés très souvent. C'est-à-dire qu'ils ne s'effondrent pas. C'est-à-dire que tout le monde saute sur son téléphone pour donner de ses nouvelles, pour prendre des nouvelles. Et là, les réseaux ne sont plus en capacité de fournir l'ensemble de l'information. C'est pour ça que c'est une chose aujourd'hui et qu'on ne disait pas il y a 10 ans. Quand il y a un séisme, si vous n'êtes pas blessé, utilisez les SMS, n'utilisez pas la bande, ne téléphonez pas parce que vous utilisez beaucoup de ressources du réseau qui est extrêmement utile à ce moment-là pour les secours. Donc c'est vraiment quelque chose où, par exemple, ouvrez votre boîte Wi-Fi, enlevez le password de votre boîte Wi-Fi pour que tout le monde puisse y accéder. Donc la communication aujourd'hui est très importante pendant les crises, donc il faut savoir en faire bon usage. Rémi Bossu, quelques mots sur les secours lors de ces catastrophes d'une exceptionnelle intensité. On entend des voix s'élever et c'est bien normal sur la gestion de la crise de la part du côté turc et du côté syrien contre Bachar el-Assad et contre Erdogan. Gardons en tête qu'il y a des élections et des échéances électorales en Turquie au mois de mai. Vous n'allez pas vous prononcer sur la dimension politique de l'aide humanitaire, mais sur la logistique. Lors de la préparation de cette émission, vous avez parlé d'humilité face à ces défis, de ce contre-la-montre, en fait. 80% des personnes secourues le sont par des proches, par des locaux. Toujours. Et ça, c'est pas spécifique à ce séisme. C'est-à-dire qu'en fait, la spécificité de ce séisme, quand vous avez un séisme qui affecte un village, vous pouvez relativement facilement organiser les secours. Vous amenez les secours et vous organisez. Ici, on a une zone de dégâts qui s'étend sur plus de 300 km de long et 50 à 100 km de large. Donc, vous avez des centaines de localités. Quels que soient vos moyens logistiques, et encore une fois, ni je n'absous, ni je ne critique les autorités turques pour la réponse. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a aucun pays qui a les moyens logistiques de déployer sur une zone d'une telle étendue l'ensemble des moyens qui seraient nécessaires en quelques heures. On a vu à Katrina aux États-Unis, on a eu exactement le même problème, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, quels que soient les moyens, vous avez, ici on est à 1000 km d'Istanbul, vous avez à faire bouger les équipes, c'est forcément, et c'est pour ça aussi que ce que vous rappeliez, c'est que c'est souvent les proches, les familles qui sortent les gens des décombres parce que c'est ceux qui sont immédiatement sur place et ils ne vont pas attendre une arrivée qui est toujours trop tardive des secours. Oui, et puis on a vu des images des camps de réfugiés, un mois après le séisme qui a fait, je le rappelle, plus de 50 000 morts, 1,5 million de sans-abri, plus de 100 000 blessés. Ce n'est pas fini, les dégâts matériels en Turquie uniquement dépasseraient les 100 milliards de dollars selon les calculs de la Banque mondiale, de l'ONU, de l'Union européenne ainsi que du gouvernement turc. Une conférence internationale des donateurs est d'ailleurs prévue le 20 mars prochain à Bruxelles, organisée par l'Union européenne. Elle sera bien sûr ouverte à l'ensemble de la communauté internationale, à l'exception de la Russie. Pour l'heure et selon l'ONU, seuls 10% de l'aide nécessaire ont été couverts par les différents acteurs. Le chemin de la reconstruction s'annonce long. Rémi Bossu, est-ce que la sismologie citoyenne prévoit un volet sur la reconstruction ou vous vous concentrez uniquement sur le phénomène physique et géologique ? Non, on se concentre uniquement sur le phénomène physique et on apporte ce que nous, on peut apporter, c'est-à-dire les informations sur les séismes et leurs effets. La reconstruction, il y a des aspects réglementaires, nationaux, et bien entendu, les sommes en jeu sont sans commune mesure par rapport à ce que nous, on peut faire à notre échelle. Plus largement, comment définiriez-vous l'activité sismique en Méditerranée ? Y a-t-il, comme pour le climat, des hotspots ? Ah oui, tout à fait. Donc la Turquie est clairement une des zones où on a, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le long des grandes failles, on a vraiment des zones. Ben voilà, tout ce qui est en rouge ici, ce sont des zones où l'aléa, c'est ce qu'on appelle l'aléa. Donc l'aléa, c'est la probabilité que vous ayez durant une période donnée une secousse d'une violence donnée. Donc en fait, quand vous voyez les grands traits noirs, c'est là où se produisent la majorité des mouvements. Et donc c'est
c'est à côté de ces zones que vous avez le plus de risques. Donc vous voyez donc la faille du Levant qui passe en Israël, la Jordanie, le Liban. Vous avez après le nord et le sud-est de l'Anatolie. En Europe elle-même, vous avez l'Italie et la Grèce et les Balkans qui sont les principales zones. Et en Algérie, vous avez en Afrique du Nord, c'est principalement l'Algérie. Donc là, c'est les zones où historiquement, si on regarde sur des périodes longues, c'est-à-dire des périodes typiquement de quelques centaines d'années, on sait qu'on va avoir beaucoup plus de séismes qu'ailleurs. Oui, on voit que la Corse est plutôt préservée. Est-ce que les différents acteurs de ces différents pays se parlent, se coordonnent? Comment se passe la communication? Alors la sismologie en tout cas en sismologie, oui, c'est une des toutes premières, ça a été probablement une des premières sciences internationales, parce que simplement pour localiser les séismes, donc au tout début, il y a plus d'un siècle, on avait besoin d'observations de plusieurs pays, donc on ne pouvait pas ne pas échanger. Et même par exemple pendant la guerre froide, le CSEM donc était un pont pour échanger les données entre les pays du bloc soviétique et les pays de l'Ouest. Donc c'est vraiment quelque chose, on a toujours eu une dimension internationale en sismologie, parce que vous ne pouvez pas faire d'observations sismologiques, en tout cas à l'échelle du globe, si vous êtes seul dans votre pays. Rémi Bossu, notre zoom de la semaine concerne un autre phénomène géologique, marin, sous-marin même. Jingle. Il s'agit bien sûr des tsunamis. Rémi Bossu, dans un premier temps, pouvez-vous définir ce qu'est un tsunami ? Alors, les tsunamis, c'est quand de l'eau se met en mouvement, notamment dans les océans. 80% d'entre eux, et tous ceux qui sont vraiment importants, sont causés par les séismes, et ils se produisent quand le fond de l'océan est mis en mouvement verticalement. Donc si vous avez le fond de l'océan qui est mis en mouvement verticalement, il soulève la colonne d'eau qui est au-dessus de lui, et à partir de là, ça génère une onde qui va se propager. Donc à la différence d'un séisme, ses effets sont extrêmement locaux. Un tsunami peut se propager, lui, à très grande distance parce qu'il y a très peu d'atténuation. C'est-à-dire que l'onde se propage sans perdre de la force à l'intérieur de l'océan. Vous vous rappelez certainement le tsunami de 2004. Oui. Il s'est propagé donc, de l'Indonésie. Il a frappé, ça devait être 7 heures plus tard, il a frappé 7 heures plus tard les côtes somaliennes où il a provoqué plusieurs victimes, où il y a eu plusieurs victimes. Donc c'est vraiment la différence. Vous pouvez avoir des effets à grande distance. C'est un phénomène que vous n'allez pas voir en mer, c'est-à-dire que vous pêchez au large, vous n'avez absolument aucune chance de le voir parce que ça va être une montée qui va être de quelques centimètres en haute mer et qui va durer plusieurs dizaines de minutes pour monter, pour redescendre. Et en fait, c'est quand il arrive sur les côtes, la bathymétrie, c'est-à-dire que vous avez le fond de l'océan qui remonte et vous avez donc l'onde qui est ralentie et l'eau qui est au fond, elle est obligée de monter. Et donc vous avez une augmentation de l'amplitude et un ralentissement de la vitesse de l'onde. Et donc là, vous avez des phénomènes qui sont extrêmement locaux. Pour rappel, on a eu un séisme à Boumerdès en 2003 en Algérie. Et il y a eu un petit tsunami en Méditerranée et les effets principaux ont été dans un port au nord d'une des îles des Baléares où il y a eu en fait un effet de résonance, c'est-à-dire que les ondes ont contourné l'île et elles se sont amplifiées pile dans le port où il y a eu plusieurs bateaux qui ont coulé et il y avait eu des effets locaux dans ce port. Donc c'est vraiment quelque chose qui c'est pas forcément un grand mur d'eau. Et c'est pas ce qu'on attend, notamment Méditerranée occidentale. Donc Méditerranée occidentale, donc à partir globalement de l'Italie jusqu'à Gibraltar. Mais ça peut être tout aussi dévastateur. En fait, c'est pas forcément un grand mur. Alors oui et non, dans le sens où ils vont pas rentrer profondément dans la terre. Dans le sens, c'est vraiment, on n'est pas du tout dans la même amplitude. Donc ceux auxquels on s'est préparé, pour lesquels il y a eu un système d'alerte qui a été mis en place, c'est des tsunamis générés au nord de l'Algérie, dont ils vont mettre à peu près 1h30 pour traverser l'océan, pour traverser la Méditerranée, pour toucher les côtes métropolitaines. Ce qu'on s'attend sur les côtes métropolitaines, c'est plutôt quelques dizaines de centimètres. Donc en fait, on n'a pas besoin, c'est pas un risque pour les bâtiments, ça va être un risque plus pour si c'est le 15 août et que les gens sont sur la plage. Oui. Mais 30 centimètres, c'est comme essayer de traverser un torrent de montagne qui a 30 centimètres de profondeur. 30 centimètres, c'est assez pour vous emporter. Donc c'est pas... il y a un réel danger, oui. Mais il suffit d'évacuer les plages pour qu'on en soit, encore une fois en Méditerranée occidentale, pour se prémunir. L'ONU évoque un risque de 100% de risque d'ici 30 ans en Méditerranée.
c'est assez définitif comme chiffre. Oui, un peu trop à mon goût. Je suis un peu surpris par ce type de choses. Qu'il y a de certains, encore une fois, donc des tsunamis historiques, vous aviez la carte, les tsunamis historiques, oui. On en a en Méditerranée, beaucoup plus en Méditerranée orientale. Donc il y a celui de 1908 à Messine entre l'Italie et la Sicile. Exactement. Vous avez celui donc à Morgos, etc. Si on remonte plus encore, il y en a un aussi qui avait frappé, qui s'était produit à Chypre, qui a généré à Chypre et qui avait frappé les côtes égyptiennes. Donc on est beaucoup plus en Méditerranée orientale. Par exemple, celui de 79 à Nice, c'est pas exactement la même chose, c'est pas lié à un séisme, c'est simplement lié à la construction de l'aéroport de Nice, qui a été construit en mettant des remblais dans la mer, et il y a une partie de ces remblais qui s'est effondrée, et donc vous avez une vague qui s'est provoquée, mais qui a eu un effet local. Elle s'est pas du tout... Quand vous avez des glissements de terrain, les effets sont généralement locaux et ne vont pas se propager de l'autre côté de la Méditerranée. Rémi Bossu, peut-on aujourd'hui prévoir ces phénomènes, séismes, tsunamis, raz-de-marée et autres? Alors, on a des systèmes d'alerte pour les tsunamis. L'avantage pour les tsunamis, c'est que globalement, dans l'océan, l'onde avance à la vitesse d'un avion. Donc, puisqu'on sait que les grands séismes sont susceptibles de générer des tsunamis, on surveille les séismes et on envoie une alerte. Donc le tsunami, on ne le prévoit pas, il est déjà en route, mais on envoie une alerte. Donc comme je disais, ça va mettre une heure et demie pour traverser la Méditerranée. On envoie une alerte et on peut avertir les populations avant l'arrivée. Donc ce n'est pas une prédiction, c'est ce qu'on appelle une alerte précoce. Pour les séismes, on ne sait pas du tout prévoir les séismes. Par contre, on commence à avoir des systèmes d'alerte précoce eux aussi. Mais là, on n'a pas du tout une heure. On peut avoir au mieux quelques secondes à quelques dizaines de secondes. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ça demande une instrumentation extrêmement dense. Donc on en a au Japon. On commence à en avoir en Italie qui sont en train de se déployer. On en a qui se déploient dans l'ouest des États-Unis. Vous mettez des réseaux en temps réel de sismomètres extrêmement denses. Les premiers capteurs servent à localiser le séisme. Et là, vous envoyez, encore une fois, le séisme s'est déjà produit, mais vous envoyez un signal à plus grande distance. Et là, vous pouvez avoir donc un compte à rebours qui va vous dire, attention, la secousse va arriver où vous êtes dans 5, 4, 3, 2, 1, une seconde. Mais là, on parle vraiment de quelques secondes. Ce qui est important, le point sur lequel j'insiste toujours, c'est qu'on parle toujours de la prédiction quand on parle des séismes, mais la prédiction n'empêchera jamais un bâtiment de s'effondrer. Or, c'est toujours les bâtiments qui tuent, oui. C'est pas les séismes qui tuent. Si vous êtes au milieu de nulle part, il peut y avoir le séisme, la violence, n'importe quel séisme. Au pire, vous allez être jeté à terre, mais vous ne mourrez pas de ça. Ce qui tue, ce sont les bâtiments. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la prédiction n'est pas l'alpha et l'oméga de la protection contre les séismes. L'alpha et l'oméga, c'est de faire des bâtiments qui résistent au séisme. Et ça, on sait faire. C'est une question de moyens. Et encore faut-il respecter les règles. Des règles et de vérification. Oui. Exactement. Encore faut-il les malheureusement, tout à fait. Et malheureusement, tous les séismes, on voit systématiquement à différentes échelles que les règles ne sont pas toujours respectées. Qui est le bon élève en termes d'urbanisme et de respect des règles de construction? Alors, en fait, les séismes nous donnent la vérité. C'est-à-dire que vous savez si tout a bien été fait quand la ville est secouée par un séisme. Parce que si elle a des dégâts, vous savez que ça a été mal implémenté. Mais c'est très difficile, une fois que c'est construit, de le savoir. Donc, clairement, le Japon a mis... parce qu'il est face à un aléa extrêmement fort. Parce que historiquement, il y a eu le séisme de Kanto en 1923 qui a marqué les esprits. Donc, c'est vraiment un pays qui est marqué par ces histoires. Donc, qui a mis en place des politiques extrêmement sévères. Taïwan aussi a mis des politiques extrêmement sévères. En fait, c'est très difficile à répondre. Il y a toujours aussi un deuxième problème. C'est-à-dire que vous prenez des cas comme par exemple en Italie. L'Italie, qui est un pays avec une très grande histoire, a un stock de bâtiments anciens absolument colossal. Alors autant on sait très bien construire des nouveaux bâtiments pour résister au séisme, autant améliorer la qualité de bâtiments historiques, c'est très compliqué, c'est très cher, et on ne veut pas détruire leur qualité historique en mettant des bardages de fer tout autour. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qui est compliqué. Rémi Bossu, il est temps de passer à la bande originale.
Et on retourne en Turquie pour la bande originale avec une chanson pleine d'espoir. Son titre, Hayat Bayram Olsa, que l'on pourrait traduire par Si la vie est une fête, interprété par Emel Moştolu. Alors, pardonnez l'accent, qui vous rappelle de bons souvenirs, je crois, Rémi Bossu. Oui, tout à fait. C'était après une expérience, c'est le début de mes études en sismologie, j'étais en Grèce et pour déployer un réseau sismologique, et après j'ai pris des vacances en Turquie où j'ai voyagé en autostop pendant 6 semaines, et cette chanson passait partout, donc j'avais acheté la cassette. Exactement. Donc je l'avais ramené avec moi. Merci de m'avoir accompagné, Rémi Bossu, durant cette émission. Bonne continuation. Merci aux équipes de France Télévisions à Paris et à Ajaccio qui ont permis de réaliser ce numéro. Je rappelle que vous pouvez toujours faire un don pour aider les victimes du séisme sur le site fondationdefrance.org. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Stella ou en replay sur France.tv. Salut! Mardi à 20h.